Le sujet principal, professeur Tapé Grobera, le président Ibrahim Traoré a dénoncé des tentatives de déstabilisation de son pays en pointant un doigt accusateur sur la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la première fois quand même que ce dernier indexe Abidjan. Alors selon vous, professeur Tapé Grobera, s'agit-il d'une situation isolée ou alors d'une suite logique dans la dégradation des relations entre Ouagadougou et Abidjan? Professeur Tapé Grobera, vous avez la parole. Activez votre micro, professeur Tapé Grobera. Alors, le temps de permettre, nous espérons qu'il nous reçoit très bien et qu'il prendra des dispositions pour répondre aux questions de ce sujet principal. Monsieur Okoksisi, la question vous est adressée également. Est-ce que selon vous, lorsqu'on parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, le président Ibrahim Traoré l'a quand même fait une fois et encore à l'occasion du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir, ce dernier encore martèle le fait que la Côte d'Ivoire constitue une base arrière pour les terroristes. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une situation isolée, d'un cas isolé, ou tout simplement c'est la suite logique d'événements qui ont conditionné ou ont occasionné la dégradation des relations Ouagadougou-Abidjan? Alors, merci, camarade Capel. Vous aussi, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, vous êtes superbement africainement très bien habillé. Alors, ce que je veux dire, est-ce que l'information que donne le président Ibrahim Traoré est la suite logique qui a dégradé leurs relations? Ce que le président Ibrahim Traoré a dit est une répétition d'événements factuels qu'il a exposés en long et en large. Ce qu'il a dit est une série d'informations qu'il apporte chaque fois qu'il peut à des médias africains. Est-ce que ce qu'il dit est la raison qui fait que le Burkina et la Côte d'Ivoire ne s'entendent pas? Alors, il faut poser le problème raisonnablement. Le président Ibrahim Traoré a dit dans sa dernière prise de parole face aux médias que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, les premières personnes à les appeler, à s'enquérir de leurs nouvelles, Alassane Ouattara en faisait partie. Et mieux, il avait même dépêché son fils, Tené Ouattara, qu'il présente comme son frère, et qui est aujourd'hui, comme dans une monarchie, comme dans une dictature bien aiguisée, son ministre de la Défense. Il expose que, au lendemain de leur prise de pouvoir, les relations étaient amicales. C'est à la suite des œuvres qu'ils ont mis en avant pour le Burkina que leurs voix se sont brouillées parce que celui qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire et qui est un laquais de l'oligarchie internationale manipulée par la France a souhaité que le président Ibrahim Traoré fasse comme eux. C'est là qu'a commencé les problèmes. Lorsqu'on l'entend, il faut aller derrière ce qu'il dit et ce qu'il expose. Il faut simplement suivre les événements qu'il avait déjà au préalable. Le jour où le Burkina a manqué à une énième tentative de déstabilisation, où il s'est déplacé pour aller rencontrer quelques jours après les médias burkinabés, où il a même expliqué que hier, c'est les médias qui manipulaient l'Afrique et qu'il fallait vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il est très regardant des informations qui concernent son pays, de ce que ses frères donnent et ce que ses frères reçoivent. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs mis l'accent sur les médias propagandistes de l'Occident et qu'il a fermé certaines portes. Je ne vais pas faire la publicité ici. Et lorsqu'il se déplace pour aller voir ses frères-là, il expose que hier, la communication a tellement été objet de division entre Africains
que même le président Laurent Gbagbo, il avait détesté hier et qu'aujourd'hui, il peut dire simplement, après son jugement à la CPI, que les écailles sont tombés. Donc, quand le président Ibrahim Traoré expose un peu que la Côte d'Ivoire et le Burkina ne sont pas en bonne harmonie, il ne manque pas de donner les raisons. Les raisons sont factuelles. Est-ce qu'on est d'accord qu'en Côte d'Ivoire, il y a des opposants au régime d'Ibrahim Traoré qui y sont? Oui. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés qui y sont? Oui. Et non des moindres. On peut citer facilement l'ancien président Blaise Compaoré, qui est parti avec un contingent, un régiment de RSP qui sont aujourd'hui en désertion. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire héberge des terroristes? Oui. Ça a été démontré par A plus B lorsqu'il a expliqué avant cette interview qu'ils sont attaqués sur le flanc Côte d'Ivoire. Et lorsque les militaires burkinabés repoussent les assaillants, ils se retrouvent du côté du front de la frontière Côte d'Ivoire. Alors que pour cette trompée, des militaires burkinabés ont été arrêtés au Burkina, pardon, en côté Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il que des gens qui viennent visiblement armés, qui attaquent leur position et qui se replient en Côte d'Ivoire, ils ne soient pas aussi visibles? Donc, le président Ibrahim Traoré a donné les raisons qui font qu'aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est froid. Il a donné de façon factuelle, de façon scientifique, que le Burkina reçoit, pardon, la Côte d'Ivoire héberge des terroristes. Et dans les terroristes, il y a tous ceux qui ont fui le Burkina, qui sont là-bas et qui ont été cités tout récemment dans la tentative de coup d'État contre le Burkina. Donc, la suite logique de la dégradation des rapports, c'est que la Côte d'Ivoire s'entête à vouloir déstabiliser non seulement le Burkina, et qui parle du Burkina, l'AES. Donc, ce n'est pas comment dirais-je, des attaques personnelles, ce n'est pas des mensonges. On ne peut pas quand même dire à un président que quand tout un peuple qui ment, on ne peut pas dire à un président que ce qui n'est pas vrai. D'autant plus que déjà, dans une chaîne, dans une chapelet d'informations, quand vous le suivez depuis longtemps, il donnait des informations petit à petit jusqu'à ce que des gens tentent de déstabiliser le Burkina et par le Burkina, le Mali essaie de déstabiliser. La déstabilisation du Mali aussi a des relents de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'informations comme ça. La presse burkinabé nous l'a donné. Mieux, il dit encore autre chose. Il a parlé aussi des rapports diplomatiques qui ont été brisés, qui n'ont pas été respectés par la Côte d'Ivoire avec la mort du camarade Alino Faso, paix à son âme, qui est un civil qu'ils avaient arrêté, et que si diplomatie et élégance d'approche de pays frères il y avait, on leur aurait remis ou on leur aurait remis ce frère-là vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a été assassiné et maquillé en suicide. Nous avons vu dans les premières heures comment le Burkina Faso a sorti un communiqué qui est clair. Donc, c'est des événements et c'est des effets, c'est des faits qu'on peut vérifier. Est-ce que le président Ibrahim Traoré attaque frontalement celui qui fait office de chef d'État en Côte d'Ivoire, mais qui est un putschiste qui est arrivé en Côte d'Ivoire par les armes, par les terroristes? Est-ce qu'il le dit juste pour se faire valoir? Non. Je pense que ce qu'il dit est sérieux. Il a posé des preuves, c'est des faits qui sont vérifiables. Donc pour moi, s'il y a une suite logique dans sa sortie, c'est aussi pour communiquer, rassurer le peuple burkinabé et envoyer un message au fort et clair. Rappelez-vous qu'il avait dit qu'il avait les preuves de toutes ces tentatives, de tous ces pays qu'il allait déstabiliser et qu'il allait les exposer. Et plus le temps avance, plus le président Ibrahim Traoré est majestueux. Le président Ibrahim Traoré qui produit des merveilles au Burkina, tout le monde est unanime qu'il a plus de charisme dans cette jeunesse, il est plus écouté, il est là où il doit être. Et le Burkina, le terrorisme recule. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a la débandade au niveau des terroristes. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un développement qui est clair. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a une éducation culturelle, traditionnelle, sociale, même politique qui est sur la table. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous n'allez pas voir les politiques se plaindre de lui parce qu'il a pris les taureaux par les cornes et le peuple burkinabé avec lui avance. Et donc, si l'individu qui est en Côte d'Ivoire, qui veut faire un quatrième mandat, veut descendre le Burkina naturellement, il faut qu'il expose. Et c'est ce que j'aime sur le président Ibrahim Traoré. Il est allé au-delà de cette diplomatie qui veut que les chefs d'État se taisent et que tout se passe dans la diplomatie. Non. Et il a dit, nous ne mentons pas, nous disons ce qui est. Et je salue le peuple burkinabé, je salue son président et il fait bien de nous informer. Alors, au Baba Nicolo que je suis, le président Ibrahim Traoré a mis des faits sur la table et c'est au peuple burkinabé, au peuple ivoirien, avec M. Alassane Dramane Ouattara, que je ne le connais pas comme président parce que pour moi, il n'a jamais été président de Côte d'Ivoire, vient de l'exposer. Quand sur des plateaux télé ivoiriens, on insulte le peuple burkinabé, des individus mal élevés, mal appris, de la muflerie,
insulte tout un peuple, il faut à un moment donné dire stop. Et je salue un peu le leadership du président Ibrahim Traoré qui vient de recevoir le président Tchani. Et je salue naturellement mon camarade Abdallah Ouedraogo, dont je suis fier, et à travers lui, mon camarade Nessor Koudassi. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va reprendre M. Tapé Grobera. Nous espérons que ce dernier nous reçoit véritablement dans le Zoom. Bonsoir, professeur Tapé Grobera. Peut-être commencer par là. Alors, le professeur Tapé, finalement, on va peut-être conclure que le professeur Tapé Grobera n'arrive pas à nous recevoir. Peut-être sur d'autres plateaux, il aura l'occasion d'apporter, de nous faire profiter, bénéficier de ces analyses. Alors, Monsieur Abdallah, quels intérêts géopolitiques et même sécuritaires de la Côte d'Ivoire dans la situation burkinabé? Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier le camarade Oko Sissi pour son analyse qui était quand même très pertinente. Il faut dire que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, on va parler beaucoup plus de l'intérêt des deux pays. Vous savez, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont éternellement liés. D'abord en matière géographique, parce que nous partageons la même frontière, mais aussi de façon, j'allais dire, démographique. Il y a plus de 5 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Et je vais même aller plus loin. J'allais dire que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus peuplée par des étrangers, principalement des ressortissants de l'AES. Si on porte de la population ivoirienne les ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, vous allez vous rendre compte que ce qui reste est très peu, justement, comptable. C'est pour dire qu'en réalité, le Burkina Faso fait partie intégrante de la Côte d'Ivoire et réciproquement. Et vous savez qu'actuellement, nous sommes dans une dynamique confédérale, j'allais dire fédérale parce que nous allons vers une fédération, et qu'actuellement, les visions politiques sont diamétralement opposées. Alors, la Côte d'Ivoire avait espéré qu'avec l'avènement du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, alors elle aurait pu, justement, je ne veux pas dire la Côte d'Ivoire, mais plutôt Alassane Ouattara, son président. Alors, Alassane Ouattara aurait pu, justement, influencer le capitaine Ibrahim Traoré à faire ce qui avait été fait après les événements des 30 et 31 octobre 2014 pour mettre en place une transition d'une année et remettre le pouvoir à un impérialiste, un valet local pour pérenniser le système néocolonialiste impérialiste. Maintenant, c'est ce que le président a expliqué. Comme il est rentré en contact et que cela s'était soldé par un fiat, le président avait ils allaient débouter cette proposition de façon catégorique sous l'inspiration justement de son peuple, parce que c'est ce que nous avions voulu quand effectivement on combattait le régime de Damiba. Alors, quand il a débouté, naturellement, c'est logique maintenant que effectivement la Côte d'Ivoire utilise des moyens subversifs contre le régime du camarade président du capitaine Ibrahim Traoré. Et bon, vous savez, son intérêt, c'est quand même pas petit parce que vous savez, le Burkina Faso veut une révolution et Alassane Ouattara veut. Vous voyez le danger. Donc ici, regardez, ce que le camarade président a déclaré, ce n'est pas de simples 20 mots. Il y a beaucoup de preuves sur ça. D'abord, vous allez vous rendre compte que tous les activistes, tous les traîtres burkinabés qui attaquent notre révolution, quand il y a un problème, ils prennent la fuite vers la Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il y a le numéro 2 du service de renseignement, Sékou Ouedraogo, qui avait pris la fuite en 2024 et il s'était réfugié en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, il est là-bas. Vous allez voir que les activistes qui attaquent, burkinabés qui attaquent notre révolution, ils sont établis en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas prononcer leur nom pour ne pas faire leur propagande. Alors, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des militaires ivoiriens que nous retrouvons tout le temps à la frontière. En septembre 2023,
il y a eu 2 militaires ivoiriens que nous avons appréhendés à la frontière, à l'intérieur du Burkina Faso. Voilà. Donc, nous les avons arrêtés et par la clémence et la fraternité d'armes que le camarade président a manifesté vis-à-vis de ses frères d'armes de Côte d'Ivoire, on les a libérés. Après ça, en juin dernier, nous avons encore appréhendé d'autres militaires ivoiriens, des gendarmes ivoiriens dans le territoire burkinabé, 5 gendarmes. Et actuellement, ils sont entre nos mains. Pourquoi ces gendarmes se retrouvent donc dans le territoire burkinabé? Pour aller au-delà, vous savez que l'AES et dans les pays de l'AES sont liés par un pacte militaire. Pas un pacte militaire seulement, c'est entre autres des relations. Ça veut dire que dans la charte du Lutako Gourma, si on attaque un seul pays, c'est comme si on attaquait justement les 3 pays. Dès lors qu'il y a des preuves qu'un pays aésien a été attaqué par la Côte d'Ivoire, cela suffit pour dire qu'effectivement la Côte d'Ivoire attaque donc tous les 3 pays. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu 49 soldats mercenaires, je vais utiliser les termes corrects, les termes utilisés par justement la justice ivoirienne, 49 mercenaires ivoiriens qui avaient été appréhendés à l'aéroport de Bamako, arrêtés, jugés et condamnés. Et à la suite de leur condamnation, effectivement, par clémence, le camarade président, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé donc à leur libération. Donc, dès lors que le Niger a été attaqué, le Mali a été attaqué, cela suffit à prouver effectivement que le Burkina Faso aussi est visé par une déstabilisation. Parce que dans l'un ou l'autre des cas, c'est la même chose. Hein. Si la Côte d'Ivoire arrive à déstabiliser justement un des pays de l'AES, et c'est fini cette confédération. Parce qu'on parle de confédération lorsqu'il y a 3 pays. Mais si on n'est plus dans 3 pays, la confédération est fragilisée. Et la dernière preuve est que la vision politique qui est matérialisée sur le terrain, ça veut dire donc par le Burkina Faso et par la Côte d'Ivoire, s'oppose. Parce que nous avons rapatrié les puissances militaires, les envahisseurs militaires français qui étaient établis dans notre territoire. Cependant que la plupart des militaires que nous avons renvoyés sont partis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? La France les a établis là-bas. Il y a la puissance de frappe de la France en Côte d'Ivoire dépasse même la puissance de frappe de la Côte d'Ivoire elle-même. Ce qui est très dangereux et périlleux pour le peuple ivoirien. Dès lors que le peuple va vouloir donc manifester son ras-le-bol contre un néocolonialiste, un valet local qui est établi au pouvoir, principalement Alassane Ouattara, la France va faire usage donc de l'armée française pour réprimer donc, les manifestations populaires. Vous avez vu, l'autre fois, il y a eu des tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire, nous avons appris cela, mais nous avons vu, vraiment c'était désolé, hein, c'était une désolation. Nous avons vu l'armée française sortir pour circuler dans les rues ivoiriennes, comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas de l'armée. Dans les défilés, nous avons vu des chars français qui circulaient justement dans les défilés lors de l'indépendance. Et pure coïncidence, autre preuve, vous avez vu que nous n'avons pas encore vu la Côte d'Ivoire donc procéder à faire ses fêtes d'indépendance et ailleurs, autre que Abidjan. Mais vous voyez, cette année, ils ont décidé de venir à Bamako, à Bouaké, c'est-à-dire la partie frontalière donc, avec le Burkina, pour faire leur festivité d'indépendance, leur défilé. Bon, en tant que révolutionnaires, et nous ne pouvons que penser qu'il s'agit d'un stratagème, d'une machination pour repositionner à la frontière de l'armement pour déstabiliser notre pays ou bien pour donner donc des moyens roulants aux terroristes. Nous pensons comme ça parce qu'effectivement, le comportement de la Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Et autre argument que je pourrais ajouter, c'est justement la mort suspecte du camarade Feu Alino Faso dans une prison non conventionnelle, dans une école de formation de Côte d'Ivoire. Hein? Alors que nous, on venait même de libérer justement des militaires. Mais un civil, qu'est-ce qu'un civil peut justement faire? Et puis ils l'ont arrêté, selon nos informations, ils l'ont torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que bon, vous voyez, Alino Faso lui-même avait investi. Il a sa famille en Côte d'Ivoire. Il a investi en Côte d'Ivoire. Il a participé à l'émergence de l'économie ivoirienne. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire donc, va remercier donc, au Burkina Faso. Donc, le camarade président, quand il parle, il a des preuves à l'appui. Et vous savez que c'est un président qui est hors donc, de l'hypocrisie. Il ne mange pas les mots.
sa véritable force réside de sa clarté vis-à-vis du peuple. Il ne casse rien au peuple. Ce qui est vrai, il le dit pour que le peuple prenne cela en considération et prenne des dispositions conséquentes pour parer toute éventualité. Et donc, nous pensons que tout ce qui se trouve actuellement en termes de diplomatie entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est une question de personne. Nous n'avons rien contre la Côte d'Ivoire. Vous savez, avant-hier, à côté, il y avait des motards panafricains qui ont fait donc le tour pratiquement de l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont venus au Burkina Faso. Il y avait des motards ivoiriens parmi eux et ils ont été accueillis par le camarade président du Faso. Hein, vous voyez, c'est pour dire qu'entre les deux peuples, c'est en réalité une parfaite harmonie, sauf les quelques activistes achetés par Alassane Ouattara pour insulter donc le peuple burkinabé et le président burkinabé. Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer du Burkina Faso dans la mesure où la grande majorité de la main-d'œuvre ivoirienne est burkinabé. Et nous partageons les mêmes frontières et aussi nous partageons donc la même histoire néocolonialiste et néocolonialiste. Et donc, nous pensons que et c'est une suite normale. Et la Côte d'Ivoire ne s'est pas ravisée. Si la Côte d'Ivoire rapatrie justement, fait un effort justement de collaboration pour rapatrier les ennemis du Burkina Faso qui sont en fuite là-bas, cela justement prouverait justement de ce qu'elle se trouverait dans de bonnes foi. Mais actuellement, tel n'est pas le cas. Et si la Côte d'Ivoire cesse donc de faire parvenir sur le sol burkinabé ses militaires, voilà des preuves. Et pire, vous avez vu, les déclarations d'Alassane Ouattara ont été assez claires pendant le coup d'État. Bon, j'allais dire, pendant les événements du 26 juillet 2023 qui ont permis l'accession au pouvoir du camarade général d'armée Abdraman Chani. Il a tenu un discours clair pour dire qu'il faut effectivement pâmer le peuple nigérien parce que c'est Abdraman Chani qui l'aurait fait, parce qu'il y a eu coup d'État. Pourquoi on va affamer un peuple à cause d'un individu? C'est parce qu'on veut déstabiliser le Niger, et donc parce que le président avait dit, quand il était en Russie, que les événements du Niger, s'il y a un panafricain, s'il y a un révolutionnaire qui va venir, eux, ils vont soutenir. Donc, Alassane savait pertinemment que le Burkina Faso allait prendre position, et il savait déjà que c'est un révolutionnaire qui s'annonçait. Et donc, il a voulu effectivement utiliser les règles juridiques de l'UEMOA pour sanctionner justement j'allais dire, le Niger, alors même que l'UEMOA et la CEDEAO sont des organisations distinctes. Donc, ils vont utiliser au nom de la CEDEAO les dispositions donc, du traité de l'UEMOA pour interdire justement le passage des avions commerciaux vers le Niger, pour bloquer les avoirs de l'État nigérien, pour interdire les transactions commerciales entre le Niger et les autres États de la CEDEAO. Ça n'existe pas, dans les textes de la CEDEAO, plutôt dans les textes de l'UEMOA. Vous voyez, cette manière donc de violer les textes donc des organisations sous-régionales pour accéder à des fins macabres et funestes. Donc c'est pour vous dire que les preuves sont très, très nombreuses. Et si Alassane Ouattara veut, il n'a qu'à sortir justement et répondre, mais il ne saura pas répondre. Il a juste envoyé donc, un représentant militaire qui est sorti donc, faire des déclarations farfelues, inutiles, tout en sachant pertinemment que c'est vrai. Et le simple fait aussi que la Côte d'Ivoire ait hébergé l'armée française en son sein suffit justement à corroborer toutes les affirmations du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci. Merci pour votre intervention, M. Sylvain de Bogou. Alors, même dans le sens du président Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire n'agit pas seule. Alors, à qui la Côte d'Ivoire en compte? Merci. Je ne reçois pas. Merci une fois pour toutes. La Côte d'Ivoire est simplement la main noire de la France colonisatrice, la France qui méprise le noir. Les preuves sont nombreuses parce que depuis que ces trois pays ont demandé ou bien ont pris leur responsabilité historique pour devenir ou bien pour tendre vers l'indépendance totale et définitive, c'est Alassane Dramane Ouattara qui, ma foi, manipule et a continué à manipuler ce qui était, parce que pour nous c'est une chose morte, la CEDEAO, pour prendre des sanctions, pour imposer des embargos contre ces trois pays frères
et des embargos en médicaments, comme il avait fait, lui, à son temps, comme l'Union européenne avait fait contre le régime de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Donc, pour mettre des embargos en médicaments, en nourriture, en toutes choses qui quittaient les deux ports de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire San Pedro et Abidjan, les ports du Togo, du Bénin et du Nigeria, pour carrément affamer et je dirais assassiner les populations de ces trois pays. Et Alassane Dramane Ouattara ne s'en cachait pas. Il a sur son territoire tous ceux qui sont anti-AES. La preuve, lorsque tout récemment, pour s'autoproclamer candidat de son parti, RDR, RHDP, comme il veut l'appeler, à ses côtés, nous avons vu tous les opposants entre griffes, ou sinon tous les grands des régimes qui ont échoué, qui ont été vraiment balayés dans ces trois pays, à cette assemblée. Ils ont été invités officiellement. Aujourd'hui, ils se promènent à Abidjan, ils se promènent à Yamoussoukro, ils se promènent à Bouaké. Et Alassane Dramane Ouattara a infiltré toute l'armée, toute la défense ivoirienne avec des gens qui sont anti-AES. Vous voyez? Donc, même la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il s'est précipité à lui donner la nationalité ivoirienne sous prétexte qu'il est marié à une femme originaire de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ne s'en cache pas. C'est encore lui qui a dit qu'il avait un contingent militaire prêt, avec un salaire prêt, de la nourriture prête, pour aller instaurer ou bien remettre Bazoum au pouvoir au Niger. C'est Alassane Dramane Ouattara qui, à l'Élysée, qu'on le veut ou pas, ce qui nous parvient, a promis déstabiliser ces trois pays. Et voilà pourquoi la France, qui, ma foi, connaît les droits de l'homme anti-griffes, la France qui respecte les constitutions anti-griffes, laisse Alassane Dramane Ouattara aller pour un 4e mandat. Voici le rôle qu'il joue aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, c'est le plus grand déstabilisateur que la France utilise. Donc, c'est la main noire, la main assassine de la France, Alassane Dramane Ouattara, qui est là pour déstabiliser l'Afrique, toute l'Afrique. Et comme on le dit, ce n'est pas du hasard. Il se proclame de l'oufétisme, il se proclame d'oufé. Et on connaît également le passé d'oufé. Ce passé-là, il faut le dire, c'est une histoire, je dirais, dure à supporter, mais il faut le dire, Houphouët-Boigny a été impliqué dans toutes les guerres, dans toutes les déstabilisations en Afrique francophone et anglophone, partout, même partout lusophone. Houphouët-Boigny était impliqué dans ces guerres-là. On a su comment il a accueilli Sanvibi, par exemple, en Côte d'Ivoire. On a vu comment Houphouët-Boigny a soutenu la guerre qui se passait au Nigeria avec la guerre du Biafra. On a vu comment Houphouët avait mis en ce temps-là l'aéroport de Côte d'Ivoire à la disposition du transfert d'armes qui venaient de la France pour aller chez les Biafrais pour déstabiliser le Nigeria à cause pour le pétrole qui s'y trouve. Et ce qui fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut le dire, il y a un quartier qu'on appelle le quartier Biafrais. C'est là que Houphouët a accueilli tous ceux qui ont fui la guerre pour créer ce quartier-là. On l'appelle le quartier Biafrais. Donc, Dramane Ouattara est dans la ligne droite de Félix Houphouët-Boigny qui, ma foi, a également miné l'organisation africaine qui est devenue Union africaine aujourd'hui. Oui, c'est Houphouët-Boigny. Donc, nous ne sommes pas surpris. Alassane Dramane Ouattara, qui a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, a appris les leçons d'Houphouët-Boigny
qui, ma foi, est le malheur rien de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui nous a envoyé, qui a envoyé à cette nation-là et à toute l'Afrique, un certain Alassane Dramane Ouattara, qui, ma foi, serait le seul spécialiste en économie pour réformer l'économie ivoirienne. Voici ce que représente Alassane. Il n'a pas lui-même de pouvoir. Il n'est pas un homme fort. Il est téléguidé. Il est carrément l'envoyé, la marionnette de la France, de l'Élysée, qui est en train de piétiner aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, sans la France, ne peut rien faire. Mais malheureusement, la France qui sait qu'elle a menti pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, comme quoi ce sont les pays les plus pauvres du monde, le Niger, qui a de l'uranium à gogo, et partout de l'or, du pétrole dans tous ces pays, comme ils ont menti. Et que ces gens qui aujourd'hui prient leur responsabilité en main pour libérer leur pays ne veulent pas revenir dans le concert de la corruption, de la colonisation, du néocolonialisme, il faut utiliser Alassane Dramane Ouattara pour déstabiliser toute cette zone-là. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le terrain, on constate que les anglophones se sont un peu retirés. Le Ghana, c'est le cas. Même le Nigeria s'est un peu retiré, s'est calmé dans cette affaire contre les pays de l'AES. Mais seul Alassane Dramane Ouattara est excité. Et le camp français, qu'on dit avoir été remis à la Côte d'Ivoire, c'est carrément de la poudre aux yeux. Ce qui a simplement changé dans ce camp français, c'est qu'on nous envoie en Côte d'Ivoire aujourd'hui dans la Légion étrangère, on nous envoie des militaires français à la peau noire. Et dans ce camp français, on recrute également des pro-Ouattara qui sont prêts à en découdre avec même la population locale et qui sont prêts à aller attaquer comme des mercenaires dans l'AES. Donc Alassane Dramane Ouattara nourrit, blanchit, s'accommode, dort et même se lave avec les terroristes qui déstabilisent cette sous-région africaine. Au nord de la France, il faut le préciser. Je vous remercie, madame. Merci pour votre intervention, monsieur Sylvain de Bourgou. Monsieur Simondé, est-ce qu'on peut quand même émettre cette hypothèse, le Burkina Faso ne fait pas erreur sur l'ennemi? Madame Capin, il faut déjà savoir que quand on vous donne quelque chose gratuitement, c'est vous la marchandise. Je dis encore, et je le dis aux Ivoiriens, quand on vous donne quelque chose gratuitement, c'est vous la marchandise. Comment est-ce que Ouattara est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est la France qui l'a installé. C'est un sous-préfet de la France. Qu'est-ce qui vous surprend? Regardez, vous verrez les militaires français dans les rues d'Abidjan en train de demander les pièces des voitures, de contrôler les voitures. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au temps du président Oufoué. Mais je vous assure qu'en Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas faire la différence entre un Burkinabé et un Ivoirien. Tellement, il y avait, c'est-à-dire que les Burkinabés sont là-bas comme chez eux. Et les Ivoiriens n'en faisaient pas un problème. Depuis que ce monsieur Ouattara, le sous-préfet, est arrivé, la France l'utilisait correctement pour déstabiliser les pays de l'Afrique, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt que la pays existe. Et il peut dire une chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Je peux vous dire que les 3 pays de l'AES aujourd'hui, s'ils sont puissants, c'est parce que constamment, Ouattara utilise tous les manèges pour les piéger et il s'organise davantage pour déjouer les coups fourrés de ce monsieur. La preuve, sur tous ces pays aujourd'hui, ils ont signé des conventions. Quand vous attaquez un pays, c'est tous les 3 qui sont prêts à venir, à se mobiliser pour venir défendre le pays. Donc, et vous, quand vous voyez les armes de ces 3 pays aujourd'hui, hier, aucun pays africain n'a les armes que ces 3 pays ont aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. Ne soyez pas surpris que demain, qu'on commence à fabriquer les armes dans ces 3 pays. Simplement parce que la France a utilisé des moyens, leur sous-préfet, pour chercher à la nuit. Et ils sont préparés progressivement, et même leurs enfants. Je vous dis que dans 5 ans, tous les pays africains vont envier les 3 pays de l'AES.
Mais j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Je demande seulement aux Ivoiriens de savoir choisir qui va être à leur tête. Parce que pour moi, Ouattara ne doit plus être là. Il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités pour mettre un terme à cette histoire-là. Parce que c'est lui qui est à la tête de tous les coups fourrés. Je vais vous raconter une anecdote, madame. Ce monsieur, le président Ibrahim Traoré, c'est un très grand monsieur. Il a passé tout son temps à déjouer tous les petits coups. Dans des régions du Burkina, il y avait des mines que les Occidentaux exploitaient avec le concours des pays comme la Côte d'Ivoire. Des avions atterrissaient nuitamment pour transporter les matières premières. Il y avait des aéroports dans des coins perdus, des militaires qui étaient là cachés. Mais le président Ibrahim Traoré est parti dans ces régions-là, démanteler tout ça. Même et grâce à eux, on a démantelé même au Mali. Il y a eu des choses. Il y avait des machins souterrains qui quittaient du Burkina jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire pour évacuer les matières premières du Burkina. Le président Ibrahim Traoré a réussi à démanteler toutes ces zones-là. Et aujourd'hui, ces zones sont en sécurité. C'est pour ça que je tiens un très grand coup de chapeau à ces trois chefs d'État, le Niger, le Burkina et le Mali. Je vous assure que c'est des gens, les pays africains devraient s'en inspirer pour bâtir une véritable unité africaine. Parce que ces trois pays ont démontré l'expérience et quoi qu'on dise, le président, de toute façon, nous on a la montre, c'est Dieu qui a le temps. Le président Ouattara peut faire son petit cinéma, mais pour combien de temps? Or, le sang qui a coulé au Burkina, qui a arrosé le sol burkinabé, est devenu quelque chose de très très solide qui a mis en place des révolutionnaires qui ne pensent qu'au progrès de leur pays. Et ces trois pays sont là pour le démontrer. Le Niger, le Burkina et le Mali. Je vous assure que les trois chefs d'État militaires sont en train de démontrer aux yeux de tous les pays africains, je le dis tantôt, que les élections, les gens qui prétendent qu'ils arrivent aux élections par la démocratie, que moi j'appelle démocratie, il n'y a aucune démocratie. Regardez comment ces trois pays présidents travaillent. Ils sont arrivés là, on a dit, ils sont arrivés par coup d'État, ils ne sont pas sérieux, ce sont des bandits, ce sont des machins, on les a tous qualifiés. Mais le peuple est avec eux. Et quand le peuple est avec toi, tu peux faire ce que tu veux. Et on se rend compte que le Burkina, le Mali, le Niger, ce sont des très très grands pays en Afrique maintenant. Ils exploitent leurs matières premières, ils les transforment, ils les vendent dans le monde entier. Et ils ont eu la chance de signer des accords avec des partenaires sérieux qui leur montrent, qui sont avec eux en permanence pour sécuriser les trois pays. Bientôt, ils vont sortir du franc CFA. Et vous allez voir les trois pays décoller comme une fusée. Et aucun pays ne pourra les rattraper. Même les pays, je dis aucun pays africain. Mais certains pays européens ne pourront même pas concurrencer ce pays parce que le sous-sol africain est hyper riche. Et c'est pour ça qu'ils emploient des petits sous-préfets comme Ouattara. Je n'aime pas trop parler de ce monsieur parce que pour moi, il n'existe même pas. C'est les Français qui sont derrière, qui font tout et tout, qui l'utilisent, comme même par avant. Mais cependant, il faut que les Africains comprennent que quand tu es à côté du lion, tu arrêtes la chèvre pour nourrir le lion. Le jour qu'il aura peur de chèvre, le lion va se rappeler que toi-même tu es une chèvre. Il va t'avaler. Donc, Ouattara peut s'amuser. Demain, c'est ça son tour. Qui ne se trompe pas. Ils ne font pas de cadeaux, ces gens. Je sais de quoi je parle. Donc, il ne faudrait pas qu'on juge, qu'on passe tout le temps à parler de quelqu'un qui n'existe même pas. Ce qui me plaît, c'est que les trois pays africains, avec le concours de Ouattara, sans le vouloir, a renforcé la structure, c'est-à-dire l'espionnage, la sécurité de ces trois pays sur tous les points. Les trois pays sont aujourd'hui en sécurité parce que tous les coups bas que Ouattara a fait, ils ont réussi à déjouer et ils sont organisés en conséquence. Et aujourd'hui, il ne peut plus avoir de coup d'État. Moi, je n'ai plus peur. Ces pays sont en sécurité totale. Et ils demandent seulement aux autres pays africains de rejoindre l'AES. Il est temps qu'on se mette ensemble pour bâtir une véritable unité africaine. C'est ce qui nous manque. Or, ces pays ont fait la preuve. On devait se mettre ensemble avec eux, copier leurs exemples, mettre en place des structures de renseignement, tout et tout, pour pouvoir pallier à ce genre de problème que des petits Tintins comme Ouattara envoient, qu'on utilise pour nous emmerder partout dans les pays africains. Voilà. Alors, Monsieur Okosisi, selon vous, quel impact de cette tension sur la stabilité de la région? Monsieur Okosisi, la parole, la question vous est adressée. Monsieur Okosisi, quel impact donc cette tension peut
a-t-elle à voir hein, sur la stabilité de la région du Sahel, précisément? Alors, désolé, Madame Capel, j'ai été bloqué par l'aléa du direct. Quel impact cette tension peut avoir sur la stabilité du Sahel? Je tiens à saluer mes prédécesseurs parce que nous nous complétons. Lorsqu'il s'agit de la vérité, elle doit être nue, elle doit être crue. C'est comme ça qu'elle est belle. Vous voyez, le Sahel est déstabilisé d'abord par qui et pourquoi? Tout à l'heure, le doyen Simondé l'a dit. L'Afrique, qui est la vache à lait de ces colons qui étaient des esclavagistes, qui sont passés de l'esclavagisation de l'Afrique au néocolonialisme, du néocolonialisme à la pseudo-indépendante, dont ils ont encore les manivelles, et celle-là, ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest francophone, la France elle-même, qui essaie de toujours garder cet esprit-là, mais de différentes manières en mettant des vassaux sur nos territoires, dont l'individu dont vous parlez tout à l'heure, Alassane Ouattara. C'est dans l'esprit de conserver cette chasse gardée qui n'est autre que pour des raisons économiques. Parce qu'ils vivent que de l'Afrique, des richesses de l'Afrique. Et lorsqu'aujourd'hui, le temps qui guérit les plaies, le temps qui est l'automne de Dieu arrive à amener les Africains, avec l'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, à dire trop c'est trop et qu'il faut changer de prisme et de paradigme, ça cause problème. Alors, on décide d'envoyer d'autres couches pour toujours garder l'Afrique dans la boïerie qu'ils aiment tant. Et donc, le Sahel est déstabilisé parce que ces pays-là, impérialistes, pour leurs raisons économiques, via la France, ont décidé d'utiliser d'autres frères africains, des Africains endoctrinés, des Africains qui n'ont pas honte, des Africains amoraux et immoraux, afin de tuer d'autres Africains pour permettre à ces étrangers-là de subsister et de vivre. Rappelez-vous, quand l'AES s'est détaché, les conséquences ont été ressenties dans beaucoup de pays africains, dont la France, qui, pour certains, à cause de l'uranium, qui, pour certains, à cause de l'or, qui, pour certains, à cause des richesses minières et minéralières. En tout cas, l'Europe a été bousculée. Sans compter la vague de migration qui, à cause de leur terrorisme, leur déstabilisation de l'Afrique, a commencé à créer des soubresauts dans l'esprit et dans la qualité européenne. Donc, le Sahel est déstabilisé parce qu'il y a des gens qui ont vu que l'Afrique est en train de changer de paradigme, l'Afrique est en train d'évoluer dans le prisme auto-entrepreneurial, auto-libertine, et qui veut totalement se libérer et avoir ses partenaires libres avec la bipolarisation du monde, de choisir ses partenaires économiques, d'avoir sa propre monnaie, d'avoir une armée qui est à jour, d'avoir une décision politique qui est personnalisée à nos réalités culturelles traditionnelles et patati et patata. De scolariser nos enfants, d'avoir des soins chez nous, d'importer, d'exporter ce qu'on veut, de transformer. Et donc, du coup, il ne faut pas laisser les gens en paix, puisque la paix garantit le développement. Il faut créer la guerre. Et cette guerre, comme ils n'arrivent pas à avoir une guerre avec des entités comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, en créant un terrorisme qu'ils ont appelé rébellion, il faut passer par les badauds et créer l'insécurité afin que ce pays-là ne puisse pas voir le jour dans leur développement. Donc, c'est les Européens avec la France qui. Lorsqu'ils créent ce terrorisme-là, il faut bien qu'il y ait des gardiens pour pouvoir juguler, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir vérifier et pouvoir surveiller. Et ces gardiens-là, un s'appelle Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, quel est l'impact de cette dissension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et l'AES, je dirais, sur le comportement du Sahel? Mais Simono l'a bien dit, Abdallah l'a dit, Sylvain l'a martelé. Il faut enlever dans le couloir de notre panafricanisme des individus qui ouvrent la porte quand nous dormons pour que cela rentre. Il faut
que le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Tchani, qui ont leur peuple avec eux, continuent ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est des millions de kilomètres l'AES. C'est des millions en termes de population. C'est des millions de richesses en termes de tontine fédérale. Regardez, ils ont aujourd'hui créé leur passeport. Ils ont mis en place l'hymne national du Sahel. Ils ont mis en place une armée fédérale. Et ils sont en train d'attendre de frapper leur monnaie. Mais pourquoi ils ne frappent pas leur monnaie? Et Abdallah l'a dit, la plus grosse communauté de l'AES est en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous Sékou Touré. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Sékou Touré a frappé monnaie, ils ont fait rentrer des faux billets. Maintenant, imaginez une forte communauté de l'AES en Côte d'Ivoire et l'AES qui frappe monnaie. Naturellement, c'est des faux billets qui vont mettre dedans. Donc, c'est dans l'intérêt de l'AES de tout faire pour que ce valet local-là, Draman Ouattara, ne soit plus là. C'est dans l'intérêt de l'AES de tout faire. Qu'autour de, regardez aujourd'hui, je ne vais pas dire l'ennemi, mais le pays qui est plus décrié en termes de déstabilisation au Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Et le président Ibrahim Traoré l'a dit au fort et clair, il a donné des preuves. Le pays qui est plus proche à déstabiliser le Niger, c'est le Bénin, si je ne me trompe pas, ou le Togo, ça doit être le Bénin. Le pays qui est prêt à déstabiliser le Mali, c'est l'Algérie. Donc, dans chacun des pays, au moins un voisin fait le jeu de l'Occident. Ces pays-là, qui sont enclavés par aujourd'hui le Bénin d'un côté du Niger, l'Algérie du côté du Mali, le Burkina, alors la Côte d'Ivoire du côté du Burkina, est naturellement des amis de la France et de la communauté internationale. Donc, ce qui se passe au Sahel, c'est la suite logique du désordre, du chaos qu'il faut créer pour des raisons économiques. Et donc, Draman Ouattara, aujourd'hui, Dieu merci, le président Ibrahim Traoré, qui n'a pas sa langue dans sa poche, le dit au fort et clair. Et le message, il est perçu, il est entendu. Le message, il va au-delà de nos petits messages qu'on disait hier, grâce à vos médias panafricains. Quand le président Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui n'est plus à présenter, le président avec le problème qu'il a eu avec le général Langlais, mais aux États-Unis aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent le président Traoré, sans pour autant connaître le président Tchani, le président Assimi Goïta. Mais le président Traoré, il est très connu. Il est vraiment connu parce que l'anglais et son attitude a permis au président Ibrahim Traoré de rentrer dans le cœur au-delà des Africains. Vous voyez? Donc, en gros, quelle est la conséquence de ces bisbilles dans le Sahel? Mais Simondo l'a dit, hein, moi, Baba Nicolo, je n'ai pas peur. Trois armées ensemble, mais c'est une force. Et cette force-là, quand ton peuple est avec toi, mais le peuple, c'est une arme. Donc, la conséquence dans le Sahel est qu'il y a un qui va payer le prix. Et celui qui va payer le prix s'appelle Draman Ouattara. Quand ils font quelqu'un l'a analysé, quand ils font leur indépendance, à Boakou, mais ils amènent des engins lourds. Ces engins lourds ont fait un mouvement de migration du sud vers le centre et du centre vers un peu plus le nord. Mais est-ce que le nombre d'engins qui est allé là-bas est revenu? Quand on pense que sur les frontières Burkina, Mali et autres, il y a des entités étrangères de l'Amérique, des entités étrangères de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des entités de formation à ces frontières-là. On se pose des questions. Aujourd'hui, l'AES est une force qui est armée et bien armée. L'AES est une force qui a des millions et des millions de soldats. L'AES est une force qui a des millions de panafricains. Et l'AES est une force qui est aujourd'hui, qui a des partenaires qui ne sont pas non des moindres, des partenaires qui sont dans les BRICS. Donc, dans ce qui est dans le Sahel, et ce qui se joue, c'est la libération et la liberté des Africains qui se jouent là-bas, en miniature. C'est l'indépendance totale et la souveraineté qui se joue en miniature. Et donc, si la zone sahélienne aujourd'hui est débat, c'est parce que la France manipule des gens comme Draman Ouattara qui veulent aujourd'hui, coûte que coûte, faire tomber soit le Burkina et pouvoir atteindre le Mali et le Niger, faire tomber soit le Mali par l'Algérie pour atteindre le Niger et le Burkina, faire tomber soit le Niger par le Bénin pour atteindre le Burkina et le Mali. Donc, en gros, quelle est la conséquence de ces bisbilles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Je veux dire simplement que
je suis optimiste que Dramane Ouattara et ses mercenaires-là, pour la plupart des Burkinabés qui ont des Burkinabés, des Maliens qui ont d'être Maliens, des Nigériens qui ont d'être Nigériens, des mercenaires qui l'ont fait venir de partout dans le monde entier, des Ukrainiens, des Français, des Allemands, des Américains, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, en termes de force, asseoir le triangle AES. Ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas, en termes du nombre de terroristes, défaire les VDP, mais qui sont des gens qui ont fait reculer même des soldats aguerris ivoiriens, pour ne pas dire des soldats du RDR. Parce qu'il y a une différence entre l'armée ivoirienne qui n'existe plus et l'armée de Ouattara, RDR, de la rue Le Pic. Ceux qui sont là, c'est des gens qui sont habillés à tenue de policiers, de gendarmes, de militaires, mais qui n'ont pas les armes. C'est-à-dire des gens que Ouattara a mis là juste pour faire beau. Même les armes, quand il a défilé, il est lourd. Les engins lourds, il est lourd. Alors que le Mali, le Burkina et le Niger achètent ces armes-là et ils ont des partenaires qui ne sont pas des moindres. Donc, à ce niveau, Mme Capel, moi, je ne suis pas inquiet. Le Sahel va se débarrasser du terrorisme totalement. Ils en ont fait déjà la moitié. Le Sahel sera rejoint bientôt par la Côte d'Ivoire, que nous allons aborder le suite après les élections, parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit au fond et clair. Il salue l'esprit du combat, il salue le souverainisme aujourd'hui présenté, il salue l'attitude et le comportement de cette zone de la Côte d'Ivoire, pardon, de cette zone de l'Afrique qui aujourd'hui montre vraisemblablement que leur combat n'a pas été fait. Ils les ont emboîté le pas, ils continuent le combat et ils se retrouvent en eux. Donc aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire, sur lequel nous allons revenir, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont rejoindre leur frère de l'AES pour qu'ensemble on puisse être forts et bouter hors du Sahel tous ces terroristes-là qui viennent se cacher en Côte d'Ivoire une fois qu'on les poursuit, ils viennent. Donc Ouattara, la France et ses alliés ne peuvent pas descendre le Sahel. Le Sahel est fort et puissant avec cette force triangulaire. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet, il n'y aura rien. Et le Sahel pourra répondre au président, c'est peu possible. Merci pour votre intervention. Monsieur Abdallah, assiste-t-on à une recomposition des alliances dans la sous-région? Activez votre micro, monsieur Abdallah. Oui, je vous entends parfaitement. À mon niveau, en tout cas, il n'y a pas de souci. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord, merci. D'accord. Justement, votre question, elle est logique. Hein? Quand vous regardez justement la géopolitique, vous allez vous rendre compte qu'il y a une recomposition des alliances parce que lorsque l'impérialisme battait son plein, avant donc l'avènement de l'AES, vous allez vous rendre compte que la France était considérée comme un ami donc, des pays de l'Afrique francophone. Et chaque fois, les diplomaties, les dialogues, on fait tout pour mettre donc dans l'esprit de l'opinion publique que la France est un pays ami. Chose qui est totalement le contraire. C'est le plus grand forcenaire donc de l'Afrique, en raison de ce que c'est elle qui a été l'auteur donc de cet esclavage, de cette colonisation et de cette néocolonialisation. Donc, actuellement, avec l'avènement des trois dirigeants de l'AES, nous avons d'abord procédé justement à renoncer à tous les accords de coopération militaire avec la France, au profit justement donc, de la Russie, du point de vue donc, de coopération. Et nous avons rapatrié toutes les bases militaires impérialistes, principalement françaises et américaines, qui étaient établies sur notre sol. Vous allez voir que très récemment, le 17 septembre dernier, le Niger a pris la décision de rapatrier des diplomates français qui étaient donc à l'ambassade, et il a également notifié justement à la France que la France entend rompre tout accord qui entre justement dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme avec la France. Bon, c'est pour dire qu'il y avait effectivement des Nigériens, justement des diplomates français qui étaient toujours probablement des militaires établis au Niger. Et au Mali, c'est pareil. Donc, les bases militaires françaises, Barkhane, Takuba, je ne sais pas moi, les
militaires onusiens, et tous ils ont été rapatriés. Mais après ça, pour effectivement, quand vous fermez une porte déterminée en matière de diplomatie, il faut il faut s'assurer qu'on va ouvrir une meilleure porte. Voilà. Et donc, on a serré les relations avec la Russie. On les a renforcés. La plupart de nos équipements militaires proviennent de la Russie. Nous avons effectivement donc des accords de coopération en matière de formation, d'acquisition de matériel et même des coopérations en matière économique avec la Russie. C'est pour vous dire que traiter avec un pays n'est pas un chemin de non-retour. Nous avons traité avec la France pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Et nous n'avons jamais trouvé de salut, nous n'avons jamais trouvé la souveraineté. Mais quand nous avons engagé la collaboration avec la Russie, en moins de 3 ans, nous avons retrouvé notre souveraineté militaire, nous avons retrouvé notre souveraineté politique et nous sommes sur le chemin de retrouver notre souveraineté économique et culturelle que nous sommes en train de bâtir. C'est pour vous dire que la géopolitique actuelle est en train donc d'être changée. Vous savez, l'AES actuellement, c'est composé de 3 pays dont la population est avoisine les 70 millions. C'est un peu plus de 70 millions. Nous pensons qu'il y a des pays qui frappent à la porte de l'AES. Et puis, ça va renforcer davantage donc, le changement de la géopolitique. Notamment, je peux parler du Togo et du Tchad qui frappent la porte de l'AES. Et nous sommes, en tout cas, convaincus que s'il y a eu un président panafricaniste en Côte d'Ivoire et au Bénin, et aussi ils vont probablement rejoindre l'AES. Et les dispositions de la charte de l'AES permettent à ce que tout pays africain effectivement puisse entrer dans l'État confédéral. Sauf qu'il y a des béabas qui doivent respecter, notamment renoncer à la coopération sur toutes ces formes de façon claire avec la France, principalement la coopération militaire, et minimiser justement la coopération politique à justement la question donc, du droit international privé. Ça veut dire ce qui est en lien avec les ressortissants de chaque pays. On doit limiter les coopérations sur ces bases-là. Voilà, avec la France. Donc le reste, on n'a rien donc à envier de la France, on n'a rien donc à importer de la France, on n'a rien donc à demander en termes d'expertise de la part de la France. Parce que la France, elle n'en a pas. Si elle en avait, pendant les 60 ans-là, elle nous aurait dû nous, justement, les procurer. Donc, la France a démontré, de par le passé, de par son histoire, qu'elle est totalement, vous allez dire, obsolète, elle est totalement indigne de confiance, elle n'a rien en termes de collaboration politique, économique, culturelle à fournir aux pays africains pour que ces derniers amorcent leur développement. Et c'est justement ce que la France ne veut pas. Comme la France ne veut pas dans ce changement donc, de rapport en matière de géopolitique internationale et sous-régionale, elle met justement la pression au Mali, au Burkina et au Niger par le biais justement des pays voisins donc de l'AES. Vous savez que nous sommes totalement entourés par des pays qui nous bloquent à l'accès justement à la mer. Et ces pays ne sont pas tous forcément donc anti-impérialistes. Quand vous regardez, quand vous prenez au sud du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, vous allez vous rendre compte que c'est seul peut-être le Ghana et le Togo qui sont un tout petit peu en phase avec nous. Le reste, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ça ne va pas. Quand vous prenez aussi côté Niger, quand vous prenez, je vais dire du Nigeria, et je vais parler donc du Tchad. Bon, au Tchad, ça va un peu. Quand vous prenez la Libye, qui vient donc, qui n'est pas totalement stable, ça va. Mais principalement, l'Algérie et la Mauritanie sont des dangers pour l'Algérie, la Mauritanie sont des dangers pour l'AES, par exemple pour le Mali, en matière donc, de défense, en raison de ce que le terrorisme est basé par l'Algérie et l'armée française est hébergée par la Mauritanie pour donc nous attaquer. De l'aile ouest, vous verrez que le Sénégal est réactionnaire.
On s'attendait que, qu'est-ce que je vais dire, Diomaye Faye soit révolutionnaire, mais malheureusement, il a trahi et son dauphin politique, qui est Ousmane Sonko, et le peuple sénégalais et l'Afrique entière. Donc, du coup, Diomaye Faye, c'était un vassal. Et Macky Sall, et Ousmane Sonko l'avait dit, le combat de Macky Sall, ce n'était pas justement de rester au pouvoir, c'était de faire en sorte que Ousmane Sonko ne soit pas président. Et effectivement, il savait pertinemment que peut-être, même si on mettait Diomaye Faye, lui, il est facilement manipulable, il allait accepter les avances de la France. Chose qui a été un succès pour Macky Sall, pour la France. Malheureusement, aujourd'hui, le Sénégal, nul ne peut compter sur le Sénégal de Ousmane Sonko pour arriver à quelque part. Donc, il va falloir attendre les prochaines échéances électorales pour mettre hors de côté Ousmane Sonko, avec la vision du peuple sénégalais, si possible. Dans le cas contraire, c'est les militaires français et sénégalais qui vont prendre leurs responsabilités. Quand vous redescendez, vous regardez le côté Guinée, la Guinée, vous savez, la Guinée est également frontalière avec l'AES. La Guinée, voilà, ce que fait frontière avec le Mali, justement par le Courrier Mali. Elle est frontalière avec le Sénégal également. Alors, frontalière avec le Sénégal. Quand vous regardez la Guinée, il n'y a rien qui présage de révolution là-bas. Mamadou Doumbia, au lieu d'être les militaires, vous allez vous rendre compte qu'elle renforce ses relations avec la France. Sa position est totalement ambiguë vis-à-vis de l'AES et sa position est claire dans ce qu'effectivement elle n'est pas pour le rapatriement donc, des militaires français, la rupture des accords coloniaux et néocoloniaux avec la France. Donc, l'AES est en prédation. Et l'AES part donc des voisins qui sont en réalité équilibristes. Et parfois même dont la trahison est beaucoup plus manifeste. Mais la solidité de l'AES réside dans la sincérité de leur président et dans la clarté avec leur peuple. Et surtout, en raison de ce que les peuples de l'AES sont totalement solidaires avec leur président, mais surtout révolutionnaires et contre la France. Merci. Merci. Alors, on va en quelques secondes, pour chaque invité, une dernière question. Doyen Simondé, des solutions diplomatiques sont-elles envisageables? Vous savez, dans le mot diplomatie, là, il y a beaucoup de choses. Et quand il y a un proverbe qui dit que si un caméléon décide qu'il va mettre le pantalon, c'est qu'il sait là où il va passer sa queue. Quand le président Ibrahim Traoré fait des déclarations claires comme ça, là, ça veut dire qu'il sait qu'il est en sécurité totale et que les 3 pays de l'AES, avec ceux qui sont en train de cogner à la porte de l'AES, sont prêts à intervenir. Donc, il faut que la France et ses valets sachent que la récréation est terminée en Afrique. C'est terminé. Ils n'ont qu'à penser à autre chose. Ils n'ont qu'à penser à aller apprendre à travailler au lieu de penser à escroquer les pays africains. C'est terminé la récréation. Donc, je suis entièrement d'accord avec la prise de position de mes frères qui ont intervenu là. On regarde tous dans la même direction et il est temps que l'Afrique se réveille et qu'il prenne son destin en main. La récréation est terminée, Madame Kapwen. Donc, il n'est même pas question de commencer à réfléchir, extrapoler. La diplomatie, c'est les échanges réels et importants entre pays. Si la diplomatie, c'est les échanges gagnant-gagnant, il n'y a aucun problème. Mais si c'est une forme d'escroquerie, ça ne peut pas marcher. La France l'a fait pendant des décennies. Maintenant, le monde étant devenu multipolaire, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit sans que chacun trouve son compte là-dedans. Donc, c'est terminé pour ceux qui ont passé tout le temps à faire pour les pays africains. Que ces valets de l'impérial, que ces esclaves de maison sachent que c'est terminé leur histoire. Qu'ils aillent apprendre à faire autre chose que de faire le banditisme avec leur pays, leurs frères et voisins. Voilà. Alors, Monsieur Sylvain de Bourgoin, en quelques mots, des solutions diplomatiques sont-elles envisageables? Nous sommes en train de refermer ce programme. Les solutions diplomatiques seront envisageables si Alassane Dramane Ouattara n'est plus en Côte d'Ivoire. C'est la seule solution parce qu'Alassane Dramane Ouattara étant en Côte d'Ivoire, il n'est pas prêt à trahir la mission que la France lui a confiée. Et donc, tant qu'il sera là, ces pays-là ne seront pas en paix. Il faut que les présidents de l'AES, en tout cas, veillent au grain, nuit et jour, à tout moment. Il faut que la population également soit prête
à relayer les informations en tout cas dans tous les villages, aux frontières, un peu partout dans les villes. Il faut veiller, il faut que les présidents travaillent avec leur population qui les soutiennent depuis la prise du pouvoir. Monsieur Okosisi, en quelques mots, des solutions diplomatiques sont-elles envisageables? Monsieur Okosisi Baba Nicolo. Activez votre micro. Il est activé. D'accord, allez-y, merci. Alors, je disais que je m'alliais totalement sur la thèse de mes frères. Pour défaire Ouattara, il faut se débarrasser de la France. Pour se débarrasser de la France, il faut chasser Ouattara. Donc, je suis totalement d'accord avec eux, je suis en phase avec eux, qu'il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie, on bavarde. Si on ne peut pas bavarder de quelqu'un qui fait un terrorisme, le Sahel ne sera en paix que si des gens comme Ouattara ne sont plus là. Et si ceux qui travaillent toujours avec la France ne sont plus là. Voilà pour moi ce que je veux dire. Merci beaucoup de nous avoir invités et que les Yacines nous bénissent. Merci, Monsieur Okosisi Baba Nicolo. Merci d'avoir participé à ce programme. Vous l'avez très bien compris, chers téléspectateurs. C'est ici que nous mettons dans la clé sous le paillasson. Monsieur Okosisi, merci infiniment d'être passé sur Afrique Média. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, vous êtes analyste politique, panafricaniste, activiste. Monsieur Abdallah Ouadraogo, merci infiniment pour votre participation. Merci, c'est nous qui vous remercions pour cet honneur. Vous êtes le secrétaire général du mouvement Africa Revolution, également coordonnateur provincial de la Confédération des peuples de l'AES, l'Alliance États du Sahel, pour la province de Kadiogo, au Burkina Faso. Monsieur Sylvain de Bogo, merci infiniment pour votre présence. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous mes co-panélistes. Et soyez toujours en bonne santé pour plus de débats pour informer l'Afrique et réveiller la conscience panafricaniste. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes analyste politique, panafricaniste. Monsieur professeur Tapé Groubera, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Il est le président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Il est également écrivain. Doyen Simondé, merci infiniment d'être passé sur Afrique Média. Merci, je voudrais remercier sincèrement les panélistes avec qui on a travaillé. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Et je pense que régulièrement, on va échanger et on va permettre à l'Afrique de célébrer totalement de ce jour que les impérialistes nous ont imposé. Merci encore une fois de m'avoir invité. Et vraiment, j'espère qu'on sera ensemble. Et ce sera toujours un plaisir de vous recevoir, chers invités, chers experts de haut vol. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver également, chers téléspectateurs.